Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial où j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir Madame Awa Nguer Fall, coordonnatrice du projet d'appui à la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité des genres 2. Madame Awa Fall, bonjour. Bonjour Amata, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télé-École et bonjour aussi à ma sœur avec qui je partage le plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis également accompagnée de Madame Halima Dramé, activiste contre les violences basées sur les genres. Bonjour Madame Halima. Bonjour Amata, bonjour à tout le monde et merci pour votre invitation. Merci à vous. Je suis également en compagnie de Madame Ndeye Hadji Sall, coordonnatrice du programme Mentorat FESTIC, l'association des femmes sénégalaises d'éthique. Bonjour Ramata, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Télé-École. Je salue également les femmes qui partagent avec moi aujourd'hui ce panel à travers le sujet qui nous réunit et qui est basé sur les violences faites aux femmes et basé sur le genre. En 2021, les filles restent les premières victimes d'inégalités. 132 millions de filles âgées de 6 à 17 ans dans le monde sont privées d'école. 63% des adultes analphabètes du monde sont des femmes. Une fille sur 4 ne va pas à l'école dans les pays en développement. Tels sont les chiffres annoncés sur le site officiel de Plan International France. Au Sénégal, toutefois, on constate une nette amélioration. Au baccalauréat de 2020, le taux d'admission des filles est passé de 52%, toutes séries confondues, contre 37% en 2019. Il y a quand même beaucoup à faire. Les filles dans le monde, et particulièrement dans les pays en développement, sont injustement discriminées. Elles sont privées d'éducation parce qu'elles naissent filles. Cette problématique nous réunit aujourd'hui autour de ce plateau en vue de discuter de la thématique suivante, éducation des filles comme levier de promotion de leurs droits. Alors ma première question va à l'endroit de Madame Awa Nguer Fall. Quelles sont les barrières de la non-scolarisation des filles aujourd'hui, en 2021 ? Merci Ramata. Comme vous l'avez dit, on note un bas taux de scolarisation des filles de manière globale dans le monde. Au Sénégal, il y a beaucoup d'acquis qui ont été faits, il faut le dire, notamment pour le primaire, le cycle primaire et même le cycle moyen secondaire. Et quand on va vers les niveaux supérieurs, donc les disparités augmentent. Nous avons plus de garçons dans les universités et les grandes écoles. Globalement, les filles n'occupent que le tiers des effectifs dans l'enseignement supérieur. Alors que quand on prend le niveau primaire, dans beaucoup de régions aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de filles que de garçons dans les classes. Nous venons récemment de Sédhiou où on a visité quelques écoles. Dans 3 collèges où nous sommes allés, les 2/3 des effectifs sont des filles. Pour vous dire donc qu'il y a vraiment des avancées notoires au Sénégal. Mais les défis restent là. Les défis sont là. Et parmi les facteurs, il y a comme premier facteur les stéréotypes sexistes qui font que on privilégie souvent la scolarisation des garçons au détriment des filles, qui sont considérées comme des femmes en devenir dans notre société, qui sont vouées à aller se marier, à entretenir un foyer. Et donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur aussi sur lequel qu'on pourrait adresser, c'est les mariages d'enfants, qui font que au niveau national, il y a beaucoup le taux est assez élevé,
près d'une fille sur 3 au Sénégal est mariée avant 18 ans. Et ça, donc, c'est le tiers des Sénégalaises qui se marient avant 18 ans. Et cela a un impact sur la scolarisation, avec des taux parfois pouvant aller jusqu'à 68% dans des régions comme Kolda ou Tamba. Et il y a aussi les grossesses précoces, on en a beaucoup parlé aussi, les grossesses hors mariage comme à l'intérieur de ces mariages d'enfants, qui freinent aussi donc la scolarisation des filles. Donc ça, c'est des facteurs que nous avons et qui expliquent aussi pourquoi il y a des problèmes dans ce domaine. Et peut-être pour finir, l'environnement scolaire, qui n'est pas toujours adapté pour le maintien des filles à l'école, avec donc un environnement sûr pour les filles, pour qu'elles restent à l'école, elles ont besoin d'un environnement sûr, adapté aussi à leurs besoins. Par exemple, souvent, on le dit, le problème des toilettes, c'est pareil pour les filles et les garçons. Le problème des vestiaires dans certaines écoles d'enseignement technique, c'est pareil pour les garçons et les filles. Tout cela, en tout cas, constitue des freins qui bloquent aujourd'hui donc le maintien des filles à l'école, même si, en termes d'accès, le problème est réglé de manière globale au Sénégal. Effectivement. Alors, pour vous, Madame Halima Dramé, dans la même lancée, quelles sont les barrières? Merci beaucoup, Ramata. Juste rejoindre du moins Madame Fall. Elle en a parlé presque pour les barrières qui concernent et qui freinent la scolarisation des filles. Mis à part les mariages d'enfants, également les grossesses en milieu scolaire, parce qu'on sait tous que quand un enfant est marié, elle ne peut plus aller à l'école parce qu'elle peut contracter une grossesse et peut-être que même cette grossesse peut l'empêcher d'aller à l'école parce qu'elle peut tomber, elle peut être maladive, mais également par rapport aux grossesses qui sont hors mariage, du fait de la culture du Soutoura et du Kersa, peut-être que la fille ne peut plus aller à l'école. Mais l'autre chose qui peut freiner également la scolarisation des filles, c'est la précarité économique des parents. Parce que comme l'a dit Madame Fall, tout le temps quand on doit choisir par rapport à ça, on choisit les garçons au détriment des filles et de surcroît quand la famille a une situation précaire sur le plan économique. Et pour revenir juste aux règles, on n'a pas tout le temps des écoles qui sont adaptées aux filles. Et quand on parle d'écoles qui sont adaptées aux filles, on parle d'écoles qui ont des toilettes séparées. Et les toilettes séparées seulement ne suffisent pas. Également, il faut que les toilettes soient équipées de points d'eau pour permettre aux filles de venir à l'école même en période de règles. Et que également, cette école doit être également un environnement favorable et où la fille doit se sentir en sécurité d'aller à l'école. Mais aussi, il faut qu'on juste interpeller les personnes parce que, mis à part tout ça, il y a les règles douloureuses. Parce que si par exemple nous passons devant un collège, un lycée, on peut se demander combien de filles ne sont pas allées à l'école aujourd'hui, ou bien même dans nos maisons. Pourquoi elles n'est pas allée à l'école? Parfois, comme je l'ai dit, avec la culture du Kersa, on peut se dire seulement que je suis malade, alors que les filles souffrent de règles douloureuses. Parfois, elles n'en parlent pas parce que les règles sont liées à la sexualité qui est un sujet tabou au niveau de nos ménages. Moi, je pense que pour ne pas répéter tout ce qui a été dit, voilà les barrières qui peuvent empêcher les filles d'aller à l'école ou bien de poursuivre leurs études jusqu'au niveau supérieur. Effectivement, des barrières, peut-être, Madame Sall, vous avez quelque chose à ajouter? Alors moi, concernant les freins à la scolarisation, peut-être j'ajouterai deux points par rapport à tout ce que vient de se dire. Le premier point, c'est par rapport aux mentalités. Aujourd'hui, on sait que dans la mentalité des parents, quand il y a un revenu, la priorité elle est donnée aux garçons et pas à la fille. Donc, je pense que ça, c'est un problème sur lequel il faudra bien travailler. Et le second problème, c'est quand même l'éloignement des établissements qui créent aujourd'hui un frein pour les filles. Donc, moi, ce sont ces deux points-là que je vais rajouter à tout ce qui vient de se dire tout de suite. Et nous allons continuer avec vous,
à travers l'association des femmes sénégalaises d'éthique. Donc, à l'heure du numérique, quels sont les enjeux de la scolarisation des filles? Alors, merci beaucoup pour cette question qui, à mon sens, est une question très cruciale. Donc, aujourd'hui, les enjeux, c'est d'abord repousser. Hein, quand une fille elle est instruite, elle peut être capable de repousser l'âge de procréation, l'âge du mariage. Elle peut également être en mesure de gérer sa vie comme elle l'entend. Et en étant instruite aujourd'hui, elle acquiert des connaissances. Et ces connaissances-là vont lui permettre d'affronter maintenant le monde, hein, comme elle le souhaite. Et également, en faisant ses études, elle sera maintenant amenée à occuper des niveaux de responsabilité quand elle sera un peu plus grande. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que si aujourd'hui on est dans cette tendance-là, ce sont des générations, cette formule va être répercutée sur des générations. Hein, et ça va changer aujourd'hui la tendance que nous avons. Alors, en étant instruite également, la fille, elle connaît ses droits. Elle est moins vulnérable et elle peut aujourd'hui faire face à toute forme de violence, dont les violences basées sur le genre. Hein. N'oublions pas aussi que éduquer ses enfants a un autre avantage, c'est que les filles, quand elles sont éduquées, elles ont une famille à gérer, donc elles gèrent des familles qui sont en bonne santé, elles gèrent des familles qui sont réduites, mais elles gèrent aussi des familles qui sont instruites. Hein. Donc, il y a également l'accroissement du niveau de revenus des femmes. Et tout le monde sait aujourd'hui que quand une femme a un revenu, presque 90% de ces revenus-là sont réinvestis aussi bien dans la famille que dans la communauté. Hein, donc voilà quelques avantages pour moi, quelques enjeux qui font aujourd'hui que les filles, elles doivent aujourd'hui être scolarisées. Effectivement. Et quelles sont les activités que FESTIC mène à cet endroit? Alors, nous, comme activité, nous avons un programme qui regroupe des activités avec comme levier, par exemple, le développement personnel chez les filles. Nous les aidons aussi dans leur développement, dans la prise de parole en public. Elles font aujourd'hui du codage, hein, qui leur permet de toucher au numérique, d'être initiées au numérique. Elles font aussi des activités de design thinking, mais elles ont aussi des cours de renforcement, aussi bien pour les matières scientifiques que pour le numérique. Hein. Et on essaie de plus en plus de créer une activité d'immersion en entreprise qui va leur permettre précocement maintenant d'avoir une visibilité sur ce qu'elles voudraient faire demain. Et c'est ça, je pense que c'est un gros problème que les filles ont jusqu'à présent parce qu'elles arrivent au bac, elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Donc on a prévu des activités qui vont leur permettre d'aller dans les entreprises, de faire cette immersion-là et de pouvoir maintenant se décider dès le départ pour dire, moi je pense que c'est ça la voie que je veux suivre. Ok. Une orientation que vous menez auprès de ces jeunes filles. Exactement. Effectivement. Madame Awanger Fall, vous avez adopté depuis 2005 une stratégie, la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité des genres. Aujourd'hui, on parle de PASNEC 2. Comment ça se passe? Quel est ce combat que vous voulez mener? En fait, le PASNEC, projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, est un programme du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, financé par le gouvernement italien et qui en est à sa deuxième phase. La première phase, c'était en 2015-2019, la deuxième phase, 2020-2022. Et c'est un programme qui vient consolider et renforcer les avancées du gouvernement en matière de genre et qui est aussi un programme d'opérationnalisation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre. Cette stratégie qui en est aussi à sa deuxième phase, parce qu'on avait une première stratégie, comme vous venez de le dire, 2005-2015, la deuxième 2016-2026, et qui est de document de référence donc, en matière de promotion et de protection des droits des femmes et des filles au Sénégal. Et ce document donc est adossé aux grandes conventions internationales comme la CEDEF, ou bien encore aux instruments régionaux comme le protocole de Maputo, ou la stratégie genre de la CEDEAO, qui donc sont donc les fondamentaux de la politique donc au niveau mondial, mais aussi au niveau national.
Et dans cette lancée, donc, en tout cas, nous accordons une priorité aux jeunes filles. Parce que nous sommes conscients que la scolarisation déjà des filles est un élément essentiel de leur accès à l'autonomie économique, quelqu'un en a parlé aussi, et donc c'est un enjeu majeur de développement. Quand les filles sont éduquées, elles gagnent en connaissances, ce qui influe beaucoup, par exemple, sur la mortalité infantile, sur la mortalité maternelle et même sur l'éducation des enfants. La scolarisation des filles est un catalyseur majeur de développement économique et social. Parce que aussi, comme on l'a dit, si les femmes bénéficient d'une éducation de base, là je vous avais cité tout à l'heure plan international, une étude de plan international a montré que si les femmes sont scolarisées, et donc 1 million d'enfants sur les 6 millions d'enfants qui meurent chaque année peuvent être sauvés. Et que quand une fille est scolarisée, donc il y a des gains de croissance pour ses revenus à elle-même, qui peuvent augmenter jusqu'à 10% à l'âge adulte et qui peut aussi influer ainsi donc sur le PIB. Donc aujourd'hui, vraiment, l'éducation des filles est un précurseur de changement que nous voulons. Que nous voulons prendre en main, parce qu'une fille instruite prend sa vie en main et aussi donc prend en main sa famille. C'est pourquoi au niveau du ministère, au-delà même de la stratégie et de la SNEC, nous avons un programme spécifique pour les filles qu'on a appelé l'agenda national de la fille, qui s'étale sur 2020-2026, qui est un programme spécifiquement dédié pour l'autonomisation de la fille et qui est étalé sur 8 priorités, dont la deuxième priorité est l'éducation des filles. Comment aller donc pour avoir un environnement sûr, donc inspirant, favorable à l'épanouissement des filles dans les lieux d'apprentissage, dans les lieux de formation à l'université. Et cela suppose, je pense que cela suppose un ensemble de facteurs. Tout à l'heure, Alima a parlé de la gestion de l'hygiène menstruelle, qui est un point important. Il y a le harcèlement, les violences subies par les filles au niveau des écoles, des lieux de formation, sur le chemin de l'école, etc. Et tout cela, donc, il y a des politiques adaptées qui sont donc mises en œuvre par le ministère. Et nous, en tant que PASNEC aussi, nous avons plusieurs programmes. Nous avons eu un programme avec FESTIC, avec les jeunes filles mentorées de FESTIC. Nous avons eu un programme avec le réseau African Girl, dont Alima est secrétaire exécutif, je pense, au niveau régional, avec qui aussi nous menons le plaidoyer, la sensibilisation, le renforcement de capacités. Et tout cela, donc, c'est des actions que nous faisons et pour qui nous pensons que c'est important, donc pour, en tout cas, améliorer les conditions d'existence des filles, qui est donc une condition essentielle pour l'atteinte d'un Sénégal. Un réel travail de collaboration, on peut le dire comme ça. Madame Alima, vous œuvrez dans la même lancée. Les violences à l'égard des femmes et des filles est l'une des atteintes aux droits les plus fréquentes. En tant qu'activiste, quelle action menez-vous? Nous avons une spécificité au Sénégal et c'est seulement constitué de jeunes filles. Et cette entité nous permet aux plus jeunes filles de prendre en charge elles-mêmes les questions qui les concernent. Et si nous prenons nos actions, on les situe sur 3 axes. Le renforcement de capacité, la sensibilisation et le plaidoyer. Et comme l'a dit Mme Fall également, par rapport à ça, je pense qu'on avait eu, en 2020, à mettre en place des cellules African Girls au niveau de Kolda et Sédhiou.
Et tout ça, c'est pour permettre aux filles de renforcer leur capacité en leadership transformationnel, de leur permettre d'être des actrices à part entière dans les questions qui les touchent. Parce que comme le dit l'adage, on ne peut pas raser la tête d'une personne en son absence. Donc, les filles sont les mieux placées pour prendre en charge elles-mêmes les questions qui les touchent. Et également, ça nous a permis, avec ces filles, d'avoir un esquisse de plan d'action qui leur permet, dans leur localité, de mener des actions, des activités de sensibilisation au niveau de leurs parents. Parce que ce sont les parents qui donnent en mariage les enfants. Ce sont les parents qui retirent également les enfants de l'école et également qui sont habilités à parler avec elles ou avec eux de la santé de la reproduction. Et juste pour rester toujours à Kolda, il y a également un pacte communautaire qui s'appelle New Deal, qui est un engagement communautaire entre les parents et les enfants. Les parents s'engagent à ne pas donner en mariage leurs enfants avant 18 ans ou de ne pas les forcer. Et les enfants s'engagent à ne pas tomber en état de grossesse avant le mariage. Je pense que c'est un pacte qu'on avait pris l'engagement en 2019 à la conférence internationale sur la population à Nairobi, de mettre à l'échelle dans tout le territoire sénégalais pour permettre d'avoir des avancées sur la lutte qu'on est en train de mener, c'est-à-dire de faire rester les filles à l'école, mais également de lutter contre toutes les violences basées sur le genre. Et également, toujours avec la collaboration, African Girls met des cellules dans les quartiers, parce que comme l'a dit Madame Dehadi, le renforcement de capacité permet à la fille d'être vraiment... le renforcement de capacité permet à la fille d'être informée et autonome. Parce que quand on est autonome, on est plus susceptible de continuer nos études, mais également moins vulnérable pour subir des violences. Et en perspective, on est dans la perspective, je pense, le Sénégal a entré dans le projet SWET. Pour rappel, le projet SWET est le projet sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique qui est en train d'être déroulé par le secrétariat technique régional de UNFPA, bureau régional, dans 9 pays du Sahel. Et si le Sénégal entre dans ce projet, je pense que nous aurons beaucoup plus d'acquis et de réalisations dans tout ce qui touche l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat, mais également la scolarisation des filles. Effectivement. Alors nous revenons à Madame Dehadi. Quand nous parlons de FESTIC, nous parlons de TIC, naturellement. Alors, jusqu'où s'étendent les programmes de FESTIC? Arrivez-vous à toucher les filles qui sont dans les régions? Alors, le programme de FESTIC, je tiens d'abord à le présenter. C'est un programme qui a démarré depuis 3 ans. La phase pilote nous a permis quand même de restructurer, d'identifier quand même les zones d'amélioration, les points d'amélioration du moins de ce programme-là, et d'arriver à un format qui peut maintenant être déployé dans les régions. Alors, nous sommes en partenariat avec les clubs SENOM, donc Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, qui a installé des clubs dans toutes les régions. Aujourd'hui, nos programmes sont essentiellement basés au niveau de Dakar. Cette année, nous sommes passés un peu à l'échelle en associant un lycée de Rufisque. Et ce qui va se passer sur 2022-2023, c'est que nous allons commencer maintenant à aller dans les régions. Et ensuite, nous allons renforcer les cohortes avec des garçons. Donc, c'est aujourd'hui ce funnel-là que nous avons trouvé avec les filles. Les TIC, aujourd'hui, on le sait, on peut joindre, les TIC nous constituent maintenant une barrière au niveau de la communication. Au contraire, les TIC, le numérique nous permet aujourd'hui d'estomper les frontières et d'élargir nos champs d'action. Un programme qui se déroule à Dakar peut être suivi par n'importe quel lycée dans toutes les régions de Dakar. Donc ces programmes-là, ils vont être basés à Dakar. Parfois aussi, ce sont des programmes que nous allons déployer au niveau des régions. Mais nous savons que dans chaque région, nous avons des encadreurs des clubs SENOM qui auront comme statut des relais pour les filles, pour ce programme de mentorat. Alors, pourquoi le choix d'intégrer des garçons?
Alors, parce que nous sommes depuis lors en train de rétablir cet équilibre. Il faut aussi anticiper sur cet équilibre et ne pas se retrouver demain avec l'effet inverse. Donc, c'est bien de sensibiliser les filles, c'est bien d'accompagner les filles, mais je pense que les garçons aussi auront un rôle à jouer demain. Hein, donc, c'est pour ça qu'on est en train, nous, à notre niveau, de réfléchir sur comment commencer à intégrer les garçons, à les sensibiliser pour qu'eux-mêmes qu'ils puissent connaître les enjeux aujourd'hui de la scolarisation des filles. Et demain, ils pourront, je pense, jouer aussi leur rôle dans la famille. Alors, Madame Fall, on sait que la clé du développement, c'est l'éducation, la base. Les réalités ne sont pas les mêmes au Sénégal, le milieu urbain et le milieu rural. Quelles sont les actions que vous envisagez par rapport à cette différence pour les filles? Effectivement, on note de grandes disparités entre les milieux ruraux et les milieux urbains, et notamment dans l'éducation des filles. Mais le gouvernement en général et le ministère de la Femme comme le ministère de l'Éducation ont mis en place des programmes avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Et pendant longtemps, vous avez sûrement entendu parler de la SCOFI, la scolarisation des filles, qui a donné des résultats probants. Aujourd'hui, vous allez au fin fond du Fouta, vous verrez dans les classes plus de filles que de garçons. Et aujourd'hui, donc, c'est des politiques qui ont marché, qui ont fonctionné et qui ont donné ces résultats. Et pour venir toujours, mais je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, les défis restent surtout le maintien à l'école et aussi l'accès à l'enseignement supérieur. Et pour cela, je pense que tout à l'heure, on en a parlé, l'environnement est important. Il faut un environnement sûr. Environnement sûr, c'est au niveau de l'école, c'est sur le chemin de l'école et aussi et au sein de l'école. Et ça, donc, ça suppose la lutte contre toutes les formes de violence et toutes les formes de discrimination que les filles subissent au niveau des écoles. Mais aussi, c'est un autre élément important dont on parle moins, c'est le poids des travaux domestiques pour les filles. Et je pense que Mme Khady l'a dit tout à l'heure, pour l'accès des filles au TIC dans les matières scientifiques, l'État a mis énormément de programmes. Il y a des bourses, par exemple, nous avons au niveau du ministère ce qu'on appelle les bourses de la CEDEAO, où nous sommes appuyés par la CEDEAO pour les filles. Il y a des programmes de bourses pour les filles qui sont dans les filières scientifiques, l'organisation des concours Miss Math, Miss, etc. Et cela est important parce que c'est de l'émulation pour les filles. Donc, si on travaille sur l'environnement, si on travaille sur le partage des tâches domestiques au niveau des familles, parce qu'une fille qui fait la série S1, si elle est obligée à la descente de terminer le repas ou bien de s'occuper de ses enfants, donc elle a moins de temps à consacrer donc à ses études. Donc tout ça, c'est des problèmes. C'est aussi l'accessibilité. Les écoles doivent être proches parce que les écoles, quand elles sont éloignées, il y a d'abord le problème de sécurité. Nous travaillons beaucoup dans ce programme au sud du pays, où nous travaillons à Sédhiou avec des écoles de la périphérie, où les filles doivent faire 7 km pour venir à l'école. En temps de chaleur, c'est difficile. Ça favorise l'absentéisme et ça favorise même la déperdition scolaire. Et c'est pourquoi, dans notre programme, nous avons mis récemment en place dans ces collèges des kits de dignité, des kits d'hygiène, donc pour les filles en période de menstrues, mais aussi des caisses de solidarité qui est au niveau, que nous mettons en place au niveau de ces CM et qui permettent aux élèves d'avoir déjà une petite collation parce qu'elles habitent loin, elles ne peuvent pas rentrer manger, mais aussi pour les élèves qui sont de milieux défavorisés d'avoir un transport, une petite pécule pour le transport. Et aussi la qualité des enseignements aussi, je pense que ça aussi c'est important quand il leur faut un milieu inspirant où ils ont des enseignants
des enseignements de qualité, avec des programmes scolaires aussi, qui font la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons, pour permettre aux filles vraiment d'avoir les mêmes opportunités, les mêmes chances, donc de développer tout le potentiel qu'elles ont et de contribuer efficacement donc, au développement du Sénégal. Contribuer efficacement au développement du Sénégal, tel est, je pense, l'objectif aujourd'hui. Alors, Madame Halima Dramé, quelles sont les actions éducatives que vous envisagez en milieu rural et en milieu urbain? Merci beaucoup pour cette question. Comme l'a dit Madame Fall, les réalités ne sont pas les mêmes dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Elle a émis l'éloignement des écoles et également des maisons, mais également on peut noter par rapport à l'enseignement supérieur, nous savons tous qu'il n'y a pas beaucoup d'universités dans notre pays par rapport à la proximité par rapport aux maisons. Et si nous prenons l'exemple des filles qui sont dans les collèges ou dans les lycées ou bien même dans le primaire, si les écoles sont éloignées des maisons, ça peut favoriser l'absence et nous savons tous que l'absence à l'école peut avoir un impact négatif sur le résultat scolaire. Et si nous avons un résultat scolaire qui est assez négatif, ça peut également avoir des répercussions dans le cursus scolaire de l'enfant. La fille peut redoubler ou bien même abandonner l'école parce que ça sera une opportunité pour les parents qui ne voulaient pas qu'elle aille à l'école de la retirer. Donc je pense que les actions peuvent différer, mais les actions peuvent différer, mais pas trop, parce que nous avons presque les mêmes réalités, mis à part l'éloignement des écoles. Et nous savons tous, en parlant de TIC, il y a les filles qui sont dans les zones urbaines qui ont beaucoup plus une certaine accessibilité par rapport au smartphone ou bien à l'Internet. Et dans les zones rurales, parfois, l'accessibilité à l'Internet, même si on a un téléphone, smartphone, l'accessibilité à l'Internet peut poser problème. Donc, on favorise beaucoup plus les activités de sensibilisation communautaire dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines, peut-être si on peut pallier les activités dans les activités communautaires avec les activités digitales. Et aussi, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le dialogue intergénérationnel entre les parents et les enfants, parce que ça peut régler beaucoup de problèmes, parce que tous les problèmes qui se posent, c'est-à-dire l'abandon ou bien la non-scolarisation ou bien les mariages d'enfants ou même peut-être les grossesses, ça peut être lié aux deux générations qui n'ont pas le même discours. Donc je pense que les dialogues intergénérationnels peuvent aider, mais également les focus group pour voir où se situe le problème, pour pouvoir apporter des solutions. Beaucoup d'activités ont été menées à FESTIC. On peut dire que ces activités vous ont permis d'atteindre vos objectifs? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans un premier temps, quand on a démarré le programme, nous avons d'abord commencé par identifier les problématiques chez les jeunes filles. Et ensuite, nous avons établi un plan d'action en nous disant aujourd'hui quelles sont les activités qui vont répondre à ces différentes problématiques. C'est à partir de là que nous avons identifié les différentes activités et que nous menons avec les filles. Nous essayons autant que possible, au fil des années, d'avoir des indicateurs qui nous permettent quand même de mesurer l'impact aujourd'hui de cet accompagnement-là chez les filles. Et nous sommes globalement satisfaits. Pourquoi? Parce que nous voyons l'impact qui est visible. Bien qu'il y a encore des efforts à faire sur certaines filles, mais aujourd'hui nous pouvons vraiment dire que nous sommes satisfaits des résultats que nous avons au niveau du mentorat. Selon vous, quelles sont les limites? Où est-ce qu'il y a eu quand même des problèmes que vous avez constatés depuis le démarrage de vos activités? Alors, dans un premier temps, c'était un problème. Déjà, on a un problème d'accès au téléphone, parce que certaines filles n'ont pas accès au téléphone pendant la semaine. D'autres, pendant toute l'année, le téléphone est confisqué. Donc, à un moment donné, c'est un problème de communication qu'on avait avec les filles.
C'est pour ça que nous avons demandé à avoir quand même des encadreurs qui nous servent de relais et qui vont aujourd'hui parler aux parents. Après, le problème qui s'est posé, c'est peut-être un problème de distance parfois parce que voilà, les filles, elles peuvent venir de très loin. Et globalement, je pense que ce sont les deux points sur lesquels qu'on a rencontré pendant ces 3 années de l'existence. D'accord. Alors, équité et égalité des genres. Quels sont les projets qui ont avoisiné beaucoup plus de succès? Quelles ont été les limites aussi de ces projets? Avez-vous atteint vos objectifs? Oui, je pense que ce projet, comme je l'ai dit, PASNEC, en est à sa 2e phase. Si on parle de 2e phase, c'est assurément parce que la première phase a été concluante et qui a expliqué qu'on aille dans une 2e phase pour consolider et renforcer ce qui a été fait durant la première phase. Mais il faut dire que ce n'est pas le seul projet qui existe au niveau du ministère. Et nous avons différents instruments au niveau du ministère qui travaillent sur la problématique de l'autonomisation des femmes, surtout l'autonomisation économique, avec des projets phares, avec aussi une stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, mais aussi d'autres instruments, d'autres directions, comme la direction de la famille, qui s'occupe, qui coordonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agenda de la jeune fille. Et nous sommes aussi dans un domaine transversal, où même si au niveau du ministère, nous pilotons, nous coordonnons la politique nationale, donc les enjeux concernent plusieurs ministères. Parce qu'il parle d'éducation des filles, de scolarisation des filles, c'est que le ministère de l'Éducation nationale joue une place prépondérante. Et là, je peux citer tout simplement un des projets phares du ministère de l'Éducation, le projet PAEF, projet d'appui pour l'éducation des filles, qui a permis, entre autres, aujourd'hui d'améliorer et donc de manière qualitative l'accès des filles donc à l'éducation. Tout à l'heure, je pense que je l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au CM, à l'enseignement secondaire, les filles sont présentes. L'année passée, vous avez vu le concours général. La plupart des lauréats étaient des lauréates. On avait plus de filles sur le podium que de garçons. Et ça, c'est des avancées notoires. Et même pour l'enseignement supérieur aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'avancées. Donc on peut dire, en tout cas pour l'éducation des filles, il y a des avancées notoires au niveau du Sénégal. Mais nous ne travaillons pas que sur ça. Nous travaillons beaucoup dans le domaine des violences, la lutte, la prévention des violences faites aux femmes et aux filles. Et donc, nous travaillons sur à un environnement, à mettre en place un environnement juridique et social favorable à l'équité et à l'égalité de genre. Et pour cela, nous travaillons sur les textes juridiques, notamment le Code de la famille, sur lesquels donc, il y a des travaux qui sont faits par la société civile, mais aussi par les ministères. Nous avons aussi, nous travaillons aussi, je pense, sur l'environnement social, c'est-à-dire parce que nous savons que toutes ces questions liées à la scolarisation des filles, au mariage des filles, etc., il y a des soubassements sociaux, religieux, c'est lié à nos cultures, à nos traditions. Et pour cela, il faut des changements de comportement. C'est pourquoi nous, dans le programme, nous avons un important volet communication pour le changement de comportement. Comment renforcer les communautés, comment donc les sensibiliser pour arriver à un changement de comportement, notamment concernant donc le statut des femmes et des filles dans notre société. Donc tout ça, c'est un chantier très vaste sur lequel nous travaillons et où nous avons des résultats qui sont appréciables.
parce que c'est un travail de longue haleine qui nécessite donc beaucoup de dialogue, beaucoup de dialogue de politique, de dialogue avec les politiques, mais de dialogue avec les communautés. Ce qui fait que nous travaillons avec énormément d'acteurs. La société civile, donc nous travaillons beaucoup avec la société civile, nous travaillons avec les leaders religieux, avec les leaders communautaires, et tous les acteurs aussi qui sont dans la chaîne de prise en charge des violences. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des soucis majeurs? Il n'y en a pas? Oui, et on peut dire qu'il y a des soucis, si on veut. En tout cas, il y a un certain nombre de défis qui continuent d'interpeller. Et parmi ces défis, il y a d'abord les réalités socioculturelles qui constituent un peu des facteurs limitants pour en tout cas l'accès des filles et le maintien à l'école, parce que je n'ai pas parlé des mutilations génitales, je n'ai pas parlé donc de toutes les conséquences sanitaires des grossesses et des mariages précoces. Tout cela qui sont des facteurs limitants quand même, qui sont là, mais sur lesquels donc des solutions sont en train d'être trouvées, sur lesquels l'État, les partenaires techniques, la société civile travaillent tous les jours, au quotidien, pour faire avancer en tout cas l'agenda de la femme et de la fille. Merci beaucoup. Madame Halima, je rappelle que vous êtes activiste sur les violences basées sur les genres. Alors, pour vous, quels ont été les objectifs atteints? Pour nous, comme l'a dit Madame Fall, c'est un travail qui est quotidien. C'est un travail de longue haleine. Ce sont des activités, des actions qu'on mène au quotidien et qui parfois n'ont pas de résultats. Par exemple, si nous prenons, des fois il y a des menaces. Si nous prenons l'exemple de la loi sur la SR, quand on a voulu, on veut toujours un décret d'application pour cette loi, il y a eu la pandémie de coronavirus qui est survenue, donc ça a bloqué tout notre travail par rapport à cette loi. Parfois, nous nous fixons des objectifs, bien vrai que nous avons vraiment des avancées dans notre lutte, et on peut citer la loi criminalisant le viol. On peut également citer des mariages d'enfants qui ont été empêchés par des filles qui le vivent au quotidien avec leurs amis. On peut citer les filles, les clubs des jeunes filles qui sont dans la région de Kolda. On peut également noter, par exemple, des filles qui ont été formées, comme on l'a dit, parce que la formation, le renforcement de capacité est un pilier très important dans l'autonomisation des femmes, que ce soit économique ou sociale. Donc, on peut dire qu'on a eu des avancées et on a atteint certains objectifs, mais il reste beaucoup à faire parce que nous sommes dans un pays où la culture est mélangée à la religion et parfois il y a des interprétations qui ne facilitent pas notre travail. Mais avec la collaboration, que ce soit avec l'État, les partenaires techniques et financiers et même les religieux qui nous appuient, nous espérons avoir vraiment un pays où tous les enfants en général et en particulier toutes les filles sont scolarisées et ne subissent aucune forme de violence. Merci Madame Dramé. Si vous nous rejoignez sur Télé-École, je rappelle que nous parlons d'éducation des filles comme levier de promotion de leurs droits. Alors, ma question va à l'endroit de Madame Ndeye Khady Sall. À l'heure du numérique, quels sont les défis majeurs pour hisser nos filles au rang des instances, des plus grandes instances? Merci beaucoup pour cette question. Alors, j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, pour arriver aux instances de décision, pour occuper des positions de responsabilité, il faut nécessairement passer par l'éducation. Donc d'abord, c'est l'éducation. Ensuite, c'est rétablir quand même cette inégalité dans les sexes en matière de scolarisation, qui est aujourd'hui un fait patent. Ensuite, il faudra essayer de maintenir les filles pendant tout le cursus scolaire universitaire. Ça, c'est un gros défi parce qu'il y a beaucoup de décrochages qui se font en cours de cursus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas jusqu'à la fin. Il y a aussi l'accompagnement. Je pense que ce sont des filles qui doivent être accompagnées aussi bien pour leur projet de vie que pour leur projet professionnel.
Le dernier défi que je vais évoquer, c'est par rapport à leur estime et leur confiance en soi. Hein, aujourd'hui, on a quand même remarqué que ce sont des filles qui ont beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, pour s'exprimer, pour s'affirmer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont une barrière qui les empêche aujourd'hui de progresser, de pouvoir évoluer comme elles le veulent. Et à travers FESTIC, quels sont les leviers qui actionnent la scolarisation des filles à l'école? Alors nous, les leviers qui au niveau de FESTIC, c'est vraiment, on pense qu'il faut d'abord essayer de changer les mentalités, que les parents sachent que le garçon a les mêmes droits que la fille. On n'a pas de priorité à mettre sur le garçon par rapport à la fille. Deuxièmement, il faut éviter les mariages précoces. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, on va encore le répéter. Et troisièmement, faire de telle sorte que les établissements quand même soient très proches aujourd'hui des lieux d'habitation des parents. Et ensuite, travailler sur la précarité économique des parents. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand un parent a de l'argent, sa priorité, c'est le garçon et ce n'est pas les filles. Donc voilà un peu, moi, la réflexion que j'ai faite par rapport au point que vous soulevez. Je vois. Pour vous, Madame Aofal, quels sont les défis majeurs pour hisser les filles au rang des plus grandes instances de décision? Les défis sont là et sont nombreux. Et ces défis, quand même, il faut dire que l'agenda national de la fille essaie de les prendre en charge. Le premier défi, c'est l'égalité de droit entre la fille et le garçon. Donc ça, c'est un grand défi parce que c'est le soubassement, c'est la base. C'est aussi donc la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, notamment les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, les grossesses précoces. Le défi aussi, c'est le leadership des filles, développer, je pense que tout à l'heure, Mme Khadi Sall en a parlé, comment développer, comment renforcer donc le leadership des filles, et que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des associations. Et aussi, le dernier défi sur lequel je terminerai, c'est la mobilisation des hommes et des garçons, donc pour l'égalité entre les filles, pour la promotion de la fille. Parce que ça, c'est important, que ce n'est pas donc une bataille exclusivement pour les femmes et les filles, mais que les hommes et les garçons ont un rôle important à jouer et leur implication, leur mobilisation aujourd'hui est un défi majeur. C'est pourquoi je salue l'initiative du programme Mentorat de FESTIC d'associer les garçons à cet important programme. Ok. Toujours dans la même lancée, Madame Ramé, quels sont les défis? Pour cette question, je vais rejoindre Madame Fall par rapport à l'implication des hommes et des garçons dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour moi, les hommes et les garçons sont les mieux placés pour porter le combat des femmes, pour matérialiser cette masculinité positive qu'on est en train de développer. Et c'est une très bonne chose parce que ça va nous permettre vraiment de répondre à cette masse de personnes qui pensent que pour parvenir à l'égalité des femmes, pour eux, je pense que c'est un combat entre les hommes et les femmes face à face, alors que ce sont les hommes et les femmes, les garçons et les filles qui, ensemble, luttent contre ces disparités. Et pour revenir par rapport aux défis, également, il y a les réalités socioculturelles qui pèsent comme une épée de Damoclès sur la tête des femmes et des filles, parce que la femme, je dirais la fille, a toujours joué le rôle de second plan dans notre société. Elle est appelée à se marier, ce qui est normal, mais également, avec ce mariage, elle est appelée à s'occuper d'un foyer. Et quand on parle de foyer sénégalais, on parle du mari, de la belle famille, et même s'occuper de tout ce qui touche la famille, je peux dire. Et ça peut être
vraiment une charge sur la fille, peut-être qui a été mariée avant l'âge de 18 ans et qui n'est pas assez mature pour s'occuper d'un foyer. Et également pour parler des réalités socioculturelles qui met l'homme au-dessus le garçon au-dessus de la fille. Madame Sall en a parlé tout à l'heure par rapport à la précarité économique. Si on doit choisir entre le garçon et la fille qui doit rester à l'école, les parents, automatiquement, ils pensent au garçon. Et que pour moi, les filles doivent avoir la même opportunité d'aller à l'école que le garçon. Et pour finir, par rapport aux réalités socioculturelles, il y a ce plafond de verre qui est là et que ensemble nous devons briser pour ne plus dire que la place de la fille c'est à la maison et dire que la place du garçon c'est à l'école ou bien d'aller travailler parce que c'est à lui qu'incombe la charge de la famille. Merci Madame Dramé, tant de défis qui mériteraient encore des actions. Et par rapport aux débouchés, Madame Sall, à travers Festic, qu'est-ce que Festic permet aux femmes d'acquérir concrètement? Nous avons mis en place un programme qui va permettre aux filles d'avoir des outils pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'exprimer et donner leur point de vue. Alors, dans ce programme de mentorat, nous avons des activités d'accompagnement, des activités de renforcement des capacités, d'abord dans les matières scientifiques et aussi dans le numérique, au niveau du digital, et également des programmes de coaching. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous avons également des activités dans le domaine de l'innovation, de la créativité. Et aujourd'hui, on a initié depuis le départ du projet, quand même des activités de mentoring. Donc, un mentor est affecté à chaque fille. Hein, et nous avons identifié des femmes qui sont des rôles modèles de la société et qui ont bénévolement accepté d'accompagner les filles dans leur sillage. Hein, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à atteindre nos objectifs d'accompagnement avec ces filles-là. Et tout dernièrement, le dernier point sur lequel je vais agir, c'est un point par rapport à la poursuite au titre de l'accompagnement post-bac. Hein, les filles, on ne les abandonne pas après le bac. On continue toujours à les mentorer à travers maintenant un autre programme qui s'appelle la communauté des alumni, qui à ce jour, après 3 ans d'existence, regroupe à peu près 80 filles. Un effort très considérable. En termes de débouchés, qu'est-ce que PASNEG offre aux filles concrètement? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un document structurant et qui prend en charge, je pense, la promotion de la fille. Et au-delà de l'éducation scolaire, nous travaillons beaucoup dans la formation professionnelle des filles, surtout des filles déscolarisées. Vous savez, dans le ministère, nous avons en place ce qu'on appelle les CEDAF, Centre départemental pour la formation, l'assistance et la formation pour la femme, qui dans les départements donc identifie les filles déscolarisées ou bien en tout cas qui sont laissées en rade par le système classique et elles sont formées. Et de la même manière aussi, l'État a mis des instruments comme des instruments de formation professionnelle qui donc accordent aussi une part importante donc à l'éducation des filles. Et il y a, je pense aussi, au-delà de ça, il y a beaucoup de politiques discriminatoires positives pour l'éducation des filles. C'est des bourses pour les filles, c'est des concours, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais aussi c'est l'insertion, des programmes d'insertion économique, d'accompagnement des jeunes filles, et des jeunes femmes pour l'entrepreneuriat. Je disais qu'il y a des instruments au niveau du ministère qui accompagnent, ce sont des projets, ce sont des fonds qui accompagnent l'entrepreneuriat des femmes et des filles notamment. Mais au-delà même de ça, il y a d'autres mécanismes au niveau étatique, comme l'ADER, qui accompagne les femmes et les jeunes pour donc la mise en place de structures économiques et tout cela, donc je pense que c'est des programmes qui sont là et qui permettent d'avoir des débouchés pour ces filles-là. En tout cas, ce qui est capital, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation des filles
doit être considérée comme une priorité de développement. C'est une priorité de développement et je pense qu'aujourd'hui, l'État en est conscient, la société civile féminine en est consciente et il y a beaucoup d'actions qui sont menées envers la jeune fille. Merci beaucoup, Madame Fall. Alors, Madame Halima, si on devrait faire un petit bilan par rapport à vos activités et aussi parler des perspectives, des débouchés par rapport à ces activités, qu'est-ce qu'elles permettent vraiment aux filles? Qu'est-ce qu'elles offrent? Ce que le réseau offre aux filles, c'est d'être dans un cadre qui leur permette d'échanger, parce que ce n'est pas seulement dans les sessions qu'on peut renforcer nos capacités, mais à travers des sessions d'échange entre les filles, ça peut les aider à se renforcer. L'autre chose, c'est qu'on puisse les permettre elles-mêmes de s'engager dans les combats qui les concernent, que ce soit leur maintien à l'école ou bien leur scolarisation, parce que parfois, comme l'a dit Madame Sall, on peut scolariser une fille, mais ce qui pose problème, c'est le maintien. Et c'est très important, le maintien, et également seulement de ne pas les maintenir, mais jusqu'au également niveau supérieur pour leur permettre d'avoir un travail décent ou bien même d'avoir une activité génératrice de revenus. L'autre chose, peut-être, c'est de leur permettre de s'affirmer. Parce que quand on est formé, on est plus apte à s'affirmer dans certains débats ou bien même de pouvoir elles-mêmes être des futures mères qui vont scolariser leurs filles. Parce que si une fille est scolarisée et qu'elle est appelée à devenir une mère de famille, elle va répercuter ce qu'elle a déjà eu comme éducation. Mais si c'est le contraire, ça va être un cercle vicieux. Et comme on le dit, les femmes représentent plus de 52% de la population. Et quand on dit femmes, il y a les filles, les adolescentes qui sont compris dans ces 52%. C'est comme avoir une équipe de football de 11 joueurs et on nous demande de retirer 52% des 11 joueurs et de faire face à une autre équipe qui a 11 joueurs. Ça ne va pas suffire pour pouvoir battre cette équipe. C'est comme ça que j'analyse si on met en Effectivement. Nous arrivons à la fin de cette émission. Peut-être aborder un peu un message, Madame Sall, par rapport à cette thématique. Donc, quel message par rapport pour les filles, mais aussi pour les femmes? Alors, merci beaucoup pour le mot de conclusion. À l'endroit des filles, je dirais qu'il faut qu'elles se battent. L'éducation, elle est importante et à mon avis, c'est la base aujourd'hui pour accéder à des postes de responsabilité. C'est la base aujourd'hui pour pouvoir s'affirmer, s'exprimer et surtout entreprendre si elles le veulent. Mes remerciements vont à l'endroit de nos partenaires. Donc, je voudrais citer Orange Sénégal, je voudrais citer Senum, Jocolab et aussi Télé-École. Merci à vous, Madame Sall. Alors, Madame Fall, quel est ce message que vous adressez aujourd'hui aux filles? Aujourd'hui, et pour terminer, je dirais qu'il n'existe aucun instrument de développement plus efficace que l'éducation des filles. Si aujourd'hui nous voulons aller vers ce Sénégal que nous voulons, il faudrait que la société accorde autant de chances aux filles et aux garçons pour leur permettre donc de construire leur avenir de manière autonome et libre. Donc l'éducation des filles, pour moi, doit être un objectif prioritaire de développement. Et le message que je vais lancer, surtout, c'est à l'endroit des hommes, pour leur dire qu'ils ont un important rôle à jouer donc, dans ce challenge, dans ce défi, d'aller vers une société solidaire où les hommes et les femmes, les garçons et les filles auront les mêmes droits de jouir
des fruits du développement. Donc c'est mon message. C'est mon message de revoir, tout en remerciant Télé-École pour l'accompagnement. Merci à vous. Madame Halima Dramé, quel est votre message? Moi, je dirais qu'on est à 9 ans de la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Et on peut noter qu'il y a l'ODD 4 sur l'éducation de qualité. Et quasiment tous les pays du monde se sont engagés à réaliser les ODD. Et quand on dit engagement, on doit vraiment le respecter. Et je dirais que pour mon message, qu'on puisse permettre à toutes les filles d'aller à l'école et d'accéder à une éducation de qualité. Parce que quand on parle d'éducation, on ne parle pas seulement d'éduquer la fille, mais que ça soit une éducation de qualité. Et mon message, c'est à l'encontre également des parents, qu'ils puissent laisser les filles continuer leurs études, parce que, comme on dit en Wolof, góor baax na, jigéen baax na. Donc, il faut qu'on les laisse à l'école pour leur permettre de continuer leurs études et qu'une fois peut-être au niveau supérieur, on peut laisser le choix à l'enfant de continuer ou bien d'être entrepreneur. Comme l'a dit Madame Fall, il y a des dispositifs qui permettent de financer l'entrepreneuriat au niveau du Sénégal. Et également, pour finir, un message également à l'endroit des hommes et des garçons, parce que ce n'est pas un combat pour les femmes et pour les filles. C'est un combat pour tous, parce que si les filles et les femmes sont autonomes, ils participent au développement du pays, mais également participent aux dépenses de la maison, et ça ne peut être bénéfique pour tout le monde. Et ça peut être bénéfique pour tout le monde. Nous voilà au terme de notre émission. Je remercie mes charmantes invitées pour ce radio plateau, très féminin, mais quand même très, très beau plateau. Chers téléspectateurs de Télé-École, nous voilà à la fin de cette émission. Je rappelle que nous parlions d'éducation des filles comme levier de promotion de leurs droits. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et d'ici là, restez connectés.